Maintenant, en avant, on a une brochette de volontaires qui ont osé essayer de résumer les ateliers qu'ils ont participé, ainsi que les différentes recommandations, parce que vous avez travaillé et on veut vraiment utiliser ces recommandations-là qui viennent des gens de terrain pour essayer de faire changer les choses dans le milieu des CHSLD publics. Donc, je vais les inviter à tour de rôle de mentionner peut-être le nom de l'atelier, faire un mini résumé en français ou en anglais, on va avoir dans les deux langues, et les recommandations qui en sont ressorties. Vous êtes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois 3 minutes, ça fait à peu près 30 minutes, hein? 7 fois 3, 30. Donc, on va essayer de résumer de cette façon-là. Donc, est-ce qu'on y va? Moi, j'étais supposée d'animer ça. Je n'étais pas supposée de... Oh, excuse-moi, Daphné. On m'a passé le micro sans... Ça ne fait rien. OK. C'est OK? Mais Joanna et moi étaient supposés... Après. OK. Ben, tu veux y aller? Oui. Vas-y, merci. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui? OK, parfait. Donc, moi, en fait, j'étais dans l'atelier 1 qui était animé par Marie-Ève Bédard, donc qui est chercheuse au Centre collégial d'expertise en gérontologie de Drummondville. Et Benoît Racette, qui est formateur au Conseil de protection des malades. Donc, leur présentation, en fait, portait, entre autres, sur la portée et les limites des actions des comités des usagers. Ce qui était vraiment intéressant dans cet atelier-là, c'est qu'il y avait une bonne alliage entre les résultats de la recherche que présentait Marie-Ève et tout ce qui se fait au plan plus de la pratique que présentait Benoît Racette. Donc, on a vraiment fait un tour d'horizon là, des différents rôles des comités des usagers, qu'est-ce qu'ils rencontrent comme situation, c'est quoi leurs outils, c'est quoi leurs leviers. Donc, je crois qu'on va pouvoir avoir accès aux présentations. Après, ça vaut vraiment la peine de visionner cet atelier-là. Il est ressorti, en fait, 5 propositions dans la salle et j'espère de bien rendre compte des discussions qu'on a eues. Donc, une personne proposait, en fait, non, je dirais, on a eu un consensus à l'unanimité dans la salle. Donc, les gens de l'atelier disaient, pour les comités de résidents, il y a vraiment une importance, en fait, qui pourrait être accordée à avoir un accompagnement individuel par des personnes qui sont rémunérées et non pas par des bénévoles. C'était la première proposition. La seconde, besoin d'avoir un meilleur soutien pour la gestion, mais aussi au niveau pour la gestion des comités des résidents et des comités d'usagers, mais aussi pour mener à bien leur mission de la part des établissements. Donc, on sentait qu'il y avait certaines difficultés sur ce plan-là. Donc, une des propositions faites, c'est d'améliorer le soutien des établissements. Ensuite de ça, on proposait également d'engager des personnes ressources, tant pour les comités des usagers que les comités de résidents, à même le budget du QCI, du CUCI. Quatrième proposition, que les établissements, faut pas oublier, ils ont le devoir de consulter le CUCI pour l'adoption des politiques de lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées, mais aussi envers toute autre personne en situation de vulnérabilité. Donc, ça devrait être sous peu dans les établissements. Et la proposition qu'on disait, ben, c'est évidemment de prendre la chance de faire partie des comités qui vont pouvoir émettre des avis sur le contenu et aussi porter une grande attention sur le rôle des comités des usagers, des résidents dans la politique, parce que souvent, on va se rendre compte peut-être que le rôle est peut-être plus moindre que ce qu'il est en réalité. Donc, évidemment, aussi de s'assurer d'avoir un retour sur les avis qui vont avoir été faits et comment est-ce que les établissements vont avoir mis en pratique les avis reçus pour bonifier leur politique de lutte contre la maltraitance au sein de leur établissement. Et dernière proposition, c'est de ne pas oublier que les comités des usagers et les comités de résidents peuvent aller consulter des ressources externes, que ce soit les CAP, que ce soit des avocats, etc., pour bonifier leur position et évidemment faire en sorte qu'il y ait un meilleur... que leur dossier soit mieux documenté pour ensuite faire des changements au sein des établissements. Donc, c'était les 5 recommandations. Merci, beau travail. Félicitations à tous les participants de ces ateliers. Bon, moi, j'ai assisté au même atelier, mais en anglais. Alors, donc, je fais mon rapport en anglais. C'était 2 groupes, mais c'est fascinant de voir que l'animation est différente selon la participation des gens. C'est vraiment très intéressant. OK, I'm going to do this.
Donc, je vais parler en anglais. C'est le même atelier, l'atelier numéro 1 concernant les comités des usagers. C'était très animé comme discussion. Les présentateurs étaient très intéressants. Les discussions étaient assez animées. Donc, on a parlé. C'est difficile de lire mes notes parce que les lumières sont brillantes, mais on a parlé des fonctions, des rôles, des responsabilités et des défis auxquels font face les comités. On a parlé de la portée de leur autorité versus les limites. Nous avons parlé des types d'abus qu'ils doivent traiter, les parties impliquées. Il y a des problèmes dans les employés versus les utilisateurs versus les usagers, les membres de la famille versus les usagers, etc. Donc, c'est très incestueux. Les causes de maltraitance peuvent être le manque de respect, le manque d'empathie, les comportements qui sont causés par les maladies. Souvent, les gens ne peuvent pas contrôler leurs comportements et ça cause des comportements qui pourraient être mal interprétés par d'autres gens. Les règles rigides dans certains instituts. Voici comment c'est, voici comment on va faire les choses. On ne peut pas changer ci, on ne peut pas changer ça. Et nous savons tous que la plupart des choses peuvent être négociées. Une autre cause potentielle, c'est le manque de ressources de toutes sortes. Le manque de formation d'employés, le manque de temps pour faire des tâches de base. Il manque beaucoup de choses. Il manque de supervision. Un autre défi auquel les comités font face, c'est le temps. Combien de temps est-ce que les bénévoles peuvent passer dans un institut? Qu'est-ce qui est approprié pour les membres de nos comités? Est-ce qu'ils peuvent se promener dans les couloirs d'un institut? Quelles sont les attentes raisonnables? La peur de rétribution, de représailles, les problèmes de confidentialité et le manque de suivi. Les comités peuvent faire des recommandations extraordinaires, mais leur pouvoir est limité. Et si les autorités n'adoptent pas ces recommandations, ça peut avoir un impact sur la crédibilité de l'Institut. Il y en a qui ont suggéré des stratégies qui pourraient comprendre la collaboration positive avec les employés et l'administration au lieu de juste jouer au jeu du blâme. Comment est-ce qu'on peut améliorer les choses au lieu de dire c'est toi qui es coupable? Et au lieu que ce soit combatif, comment est-ce qu'on peut offrir des soins de qualité ensemble? Les autres problèmes. Certaines des frustrations qui ont été soulevées par les membres des comités, et moi, j'ai été frappée par le fait qu'il s'appelle le comité ineffectuel. Je pense que c'est très, très triste. Certaines des recommandations qui en sont ressorties, c'était un besoin criant pour du soutien externe. Tous les comités dans ces instituts respectifs est limité. Mais ensemble, de façon collaborative avec d'autres instituts, ils peuvent former un groupe très puissant. Donc, ça nous prend de l'aide de l'extérieur, de l'aide collaborative, de l'argent, des fonds, des ressources. Et je crois que la notion qu'il n'y a personne qui veut être à la une du journal, ça doit être vraiment le dernier recours. Mais la chose principale, c'est de ne pas se tenir dans une tour d'ivoire, de ne pas être isolé, de créer des partenariats, créer des équipes avec des organisations externes. Rapidement ici, on va voir s'il y a autre chose. La notion que vers qui est-ce qu'on se tourne? C'est très, très difficile avec le C3S et le CIUS. Qui est en charge? Qui est responsable? La distance en temps et en espace entre le comité des usagers et les autorités, ça peut prendre beaucoup de temps avant de créer des liens. Et je pense que ça peut mener à beaucoup de frustration de la part des comités des usagers, que l'aide et les réponses sont tellement loin. Il faut trouver des façons de diminuer cette distance. Alors, OK, je pense que c'est pas mal ça, ceux qui étaient ici. J'ai peut-être oublié des choses, mais c'était de créer des partenariats, avoir de l'aide externe. Ne soyez pas seuls et cherchez des ressources.
OK. Moi, je vais parler aussi en anglais parce que c'est mieux pour moi. OK. I was in workshop number 3. Alors, j'étais dans l'atelier numéro 3 et ça s'appelait Prévenir l'utilisation de drogues antipsychotiques et de contraintes chimiques et des alternatives. Alors, c'était le numéro 4, l'atelier numéro 4. OK. Alors, ça a commencé avec une histoire. C'était une histoire qui était assez profonde d'une jeune fille qui a subi des choses que personne ne devrait subir, où elle a vu sa mère être volée de son identité, de tout ce qu'elle était, de cette personne à travers les contraintes physiques, ensuite des contraintes chimiques. Elle est donneuse de soins et elle n'a jamais eu l'expérience vraiment. Euh, et ils doivent jouer le rôle et ils ne savent pas quoi faire et ils ont peur et c'est normal. Elle a parlé beaucoup des différents types de contraintes physiques et chimiques, mais je vais laisser ça, on va en parler plus tard, mais la réalité au niveau des infirmières est qu'il y a un vrai changement dans le protocole et dans la pratique des infirmières et de plus en plus, ils essayent d'aller vers des méthodes alternatives. C'est une question, souvent, le personnel utilise des méthodes alternatives, elle utilise ça incorrectement et ils ne comprennent pas. C'est pas intentionnel souvent. Ils veulent bien faire ou la personne tombe beaucoup. Mettons des contentions et peut-être une contention chimique parce qu'ils se promènent. Mais ce qui arrive avec le chimique, c'est que les gens tombent à cause des contentions chimiques. Alors, aussi, et maintenant, il y a de plus en plus de protocoles à suivre. Les contentions physiques, c'est quand on ne peut pas, quand on a quelque chose qui nous empêche de bouger et physiquement, on ne peut pas en sortir pour quelque raison que ce soit. Ça peut être quelque chose de simple, comme peut-être une ceinture qui a été attachée de manière à ce qu'on puisse pas l'enlever ou à une chaise qui a été positionnée de manière à ce que quelqu'un puisse pas en sortir. Les contentions physiques, c'est les médicaments antipsychotiques. Et ce qui arrive, c'est que c'est très différent des meilleures pratiques qui disent de commencer bas et y aller lentement. Souvent, on ne fait pas les choses comme ça. Et les gens sont sous trop de médicaments et deviennent des zombies. Start low, go slow. Oui, ce serait commencer bas et y aller lentement. On commence bas et on y va lentement. Toutes les infirmières connaissent cette phrase. En français, est-ce qu'il y a une infirmière ici? Alors, il y a 6 principes de base que le gouvernement a essayé de mettre de l'avant pour les contentions, que les choses doivent être évaluées et le risque de danger. Et c'est aussi, ça devrait être utilisé vraiment comme dernier recours. Il y a tellement d'autres choses qu'on peut faire. Et ça devrait être très bien supervisé. Et comme vous savez, dans les CHSLD, c'est pas toujours le cas à cause de contraintes de personnel. Et les gens doivent respecter le protocole et surtout faire un suivi. Alors, aussi, je veux que vous sachiez qu'il y a un document qui s'appelle le modèle
Kaiser, K-A-Y-S-E-R, Jones, qui parle de méthodes alternatives. Et il y a plusieurs méthodes qui sont des alternatives aux contentions en physique et chimique qui sont utilisées. Et il ne parle pas de démence, il parle de désordre neurocognitif. Parce qu'ils ne veulent pas étiqueter les gens d'une certaine façon. Les recommandations, il faut arrêter la prescription d'antipsychotiques et surtout avec des troubles neurocognitifs. Et c'est fait dans d'autres provinces en passant. 2, respecter et promouvoir les droits des gens. En d'autres mots, il faut parler pour ceux qui ne peuvent pas s'exprimer eux-mêmes. Et aussi avoir une utilisation très limitée des contentions et avoir une très bonne raison. Une très courte période de temps, il faut que ce soit évalué constamment. On a parlé de micro-unités. Ce sont des plus petites unités de soins, un peu comme ce que Nicole fait quand vous avez moins de gens, mais on le fait dans des centres de soins longue durée et ça va permettre des soins plus personnalisés et permettre des soins plus personnels. Et aussi, on parle de garder les familles informées et qu'il y aurait une collaboration égale des deux côtés parce que les familles connaissent l'individu et au niveau personnel, à savoir qui ils sont et qui ils étaient. Et le personnel a une expertise qu'ils peuvent vraiment aider les familles et ils peuvent se renforcer mutuellement. J'y arrive, j'y arrive. 5, savoir quelles sont les capacités de la personne et maximiser ses capacités. 6, leadership dans les CHSLD doivent permettre au personnel de suivre l'exemple, de valoriser l'individu. 7, donner plusieurs et ça me passionne celui-là, des activités adaptées à travers la journée, le soir, les fins de semaine, pas seulement de 10 à 14 heures. 8, les gens, le personnel qui implémente, met en œuvre ces changements. Vous voyez, ce qui arrive souvent, c'est qu'ils ne sont pas reconnus pour ces changements. On ne reconnaît pas leur travail et il faut qu'on fasse de gros efforts pour reconnaître ces gens et les encourager à continuer leur cheminement. C'est tout. Oui. Je parle d'advocacy, de militance. Mes notes, mais on m'a dit. Non, OK, excuse-moi. OK. OK. Advocacy. C'est vraiment, c'est lié. It is linked to. Lié au comité d'utilisateurs parce que c'est une équipe de personnes, un comité d'utilisateurs. Alors, les aspects informels d'être avocat, d'être militant pour un individu les soins, la bienveillance, la personne agit vraiment seule versus le comité d'utilisateurs. Alors, les stratégies sont similaires. Développer des relations avec le personnel et les gens avec qui on interagit et on peut y aller lentement. Ne soyez pas trop critique, ne soyez pas trop agressif, essayez d'être positif et reconnaître l'expertise du personnel. Ne les attaquez pas. Et juste pour essayer de ne pas être combatif, faites savoir que vous êtes là, mais n'essayez pas de prendre le dessus sur le personnel. Il y a de l'aide disponible. Utilisez les ressources que vous avez aussi. Ce qui est intéressant au niveau formel,
quand j'ai des statistiques ici qui sont très fascinantes, qu'au Québec, il y a 42 555 personnes ineptes, non autonomes, et il y a des mandats de personnes non autonomes et 1 700 sous tutelle privée et 13 000 sous tutelle publique, avec une population qui prend de l'âge, pas la démence, mais la neuro quelque chose augmente et ces chiffres vont probablement augmenter. Le désordre neurocognitif. Ah oui, la It recommandation. was the clarification. C'était la clarification de la hiérarchie dans les institutions, les comités d'utilisateurs, les individus. C'est pourquoi qui a causé ça? C'est qui est responsable de ça? Où est-ce que ça arrête? Qui est imputable? Qui va pouvoir répondre à mes questions et nous aider à trouver des solutions? Voulez-vous qu'on passe en anglais? Oui, c'est en anglais. On va en français. Est-ce que c'est ouvert? Vous Oui, m'entendez? c'est ouvert. Oui, bonjour. Moi, j'étais secrétaire pour l'atelier au cœur de l'approche personnalisée. Donc, il y avait Dana Morrow puis Francine Citronbone qui sont toutes les deux professeurs en éducation spécialisée. C'était un atelier très interactif. Il y avait beaucoup de jeux. Ils ont fait des jeux de rôle aussi. Il y avait une bonne participation des gens. Écoutez, donc, cette approche-là, c'est pour tout le monde, les familles, les proches aidants, les employés aussi. Et ce qui est ressorti, c'est qu'il y avait des avantages nombreux pour le personnel à utiliser, à connaître cette approche-là, finalement. Les recherches nommaient qu'il y avait moins d'épuisement, moins de surcharge de travail, plus de satisfaction, une rétention du personnel, une meilleure qualité des soins. Il y a quelqu'un qui avait dit dans l'atelier, je trouvais ça intéressant, que dans le fond, on n'a pas de temps pour rater une relation. Donc, il faut vraiment y aller à l'essentiel puis essayer de mettre tout en œuvre pour établir une relation avec la personne dont on prend soin. Et on nous a parlé aussi de répondre. En fait, cette approche-là, c'est de répondre positivement aux besoins psychologiques. Il y avait comme, par exemple, accepter la réalité de la personne, utiliser ses capacités résiduelles, y aller à son propre rythme. Parallèlement à ça, on voyait aussi des réponses qui pouvaient être plus négatives. Puis, écoutez, il y a eu beaucoup de choses de dites, mais je peux aller aux recommandations. S'il vous plaît. Oui, je comprends. Alors, on engageait l'administration en place, dans le fond, à s'auto-évaluer, à faire en sorte que cette approche-là soit connue ou faire de la formation directement auprès des employés, à partager les bonnes pratiques. Si on connaît l'histoire de vie de la personne, on peut mieux interagir avec elle. En gros, ça serait à peu près ça. Bravo. Très, très bien. Oui. Okay. Quel atelier? C'était l'atelier d'avec Joanne Ravanda. OK. Je me rappelle plus du numéro. Numéro 2. Numéro 2. Sans répéter ce qui a été dit, Joanne nous a expliqué le rôle d'une personne défense des droits, on dit, advocacy, et qui consiste, en fait, le but, c'est de passer de la maltraitance vers la bientraitance, et que c'est un devoir moral nous avons d'intervenir, de poser des questions, parce que Joanne nous a expliqué aussi que le système, il est puissant, et qu'on doit accompagner aussi les familles. Ça faisait partie des recommandations. Le système, il se défend, alors il faut poser des questions, demander les protocoles, sans attaquer, vous l'avez dit tout à l'heure en anglais, noter les faits, noter aussi, et monter un dossier pour être crédible lorsqu'on a à défendre la cause. Pas attaquer, pas dire quoi faire, il faut mettre les gens sur la défensive, c'est jamais positif. C'était quand même une démarche très positive. Malgré les difficultés. Elle ne pas être en conflit d'intérêts. C'est une personne qui était externe, mais qui connaît bien la personne. Bref, demander les politiques, je l'ai dit.
Puis on a vu aussi avec une démarche, avec une personne en particulier, un exemple de situation concrète, comment on passe d'une situation qui est insupportable, qui est inacceptable, à une qualité de vie. Et c'est possible, il faut pas lâcher. Puis c'est ce que j'ai compris. Est-ce que ça va? Oui, on a vu concrètement avec des images comment on peut transformer la réalité, la vie d'une personne. Dans les recommandations, sans répéter les autres, ce que j'ai retenu, c'est qu'il faut continuer d'outiller les familles, les accompagner. Ce matin, il y avait un organisme d'accompagnement aussi des familles devant le système. Parce que c'est énorme, on peut se faire écraser même par un système. Changer la culture organisationnelle. Je dirais, moi, mon petit mot personnel, c'est que ça commence beaucoup par les mots qu'on utilise. Changer une culture, comment on décrit des situations. Quand une personne se lève puis marche, éviter de tout de suite l'étiqueter d'un trouble d'errance, troubles comportementaux. On a changé le terme démence contre un autre terme qui est symptômes comportementaux. C'est très long, mais ça a des risques d'utiliser ça parce que ça transforme le regard des intervenants qui voient la personne à travers la maladie et pas à travers des besoins légitimes qu'elle a. Ensuite, arrêter de faire des portraits de situation et d'études. On sait ce qui se passe. Là, il faut qu'on passe à l'action. Et là, ça invite aussi, évidemment, le gouvernement à démontrer une couleur, une volonté politique pour essayer de créer, justement, autoriser, puis encadrer, puis créer des lieux peut-être expérimentaux, mais il faut bouger, il faut passer à l'action. Merci, Joanne. Merci. À vous? Oui. Alors, le workshop, que je vais essayer de parler en français et en anglais. Des différentes portions. Alors, le workshop qu'on avait participé tous, qui était animé par, I hope I pronounce your names correctly, by Madame Francine Quittenbaum. Sorry about that. Madame Quittenbaum, une enseignante de travail social à l'UQAM au Collège Vanier. Qui aussi est Morrow, est un teacher in special care counseling at Vanier College. Alors, ils ont nous animé l'exercice dans le workshop qui était appelé Ensuring Personhood at the Nucleus of Individualized Care. Alors, on a commencé par discuter le concept de person-centered care. C'était demandé d'écrire qu'est-ce qui représente une personne. Alors, quel mot est-ce qu'on peut utiliser pour décrire ça? Alors, il y a les mots qui étaient décrivés étaient inclus values, meaningful, dignity, des actions non-institutional, empowerment, life story, culture, holistic, empathy. Et la chose aussi qui était très importante, qui était discutée aussi, c'était l'individualité de la personne, taking culture into account. Ça, c'est un grand... Considérer la culture, that's a big... Aussi, après, on a continué à discuter comment on peut faire, how can we practice person-centered care? Alors, c'est qui ça qui est responsable? Alors, la réponse c'est nous tous. All of us. On a toute une responsabilité dans la communauté et les personnes qui travaillent dans le domaine de cette person-centered care. Aussi, les animatrices nous a introduit un modèle de Monsieur Tom Kitwood qui that implies respect and trust. Elle change de langue 36 millions de fois. Il y a 3 paramètres pour les soins centrés sur la personne dans le modèle Kitwood et ça implique les questions d'humanisme, moralité, déontologie, décision mutuelle, respect, c'est autour de ce modèle-là. Et les 6 domaines les plus présents, c'est la première par définition holistique, la deuxième respect ou les valeurs, les choix, la dignité, l'autodétermination et
Un tableau du modèle Kitwood. On a fait un exercice comme role-playing. On avait quelque chose positif et après un scénario qui était un peu, pas négatif, mais juste pour démontrer comment, typiquement, par exemple, dans une résidence ou dans une clinique, quand on a une conversation avec un résident, nos mots, quel effet notre mot peut changer l'attitude de la personne qu'on parle avec. Suite à cette animation-là, quelles sont les recommandations qui sont ressorties dans l'atelier? Oui, alors je viens à ça. Alors juste pour vous décrire, il y avait 2 role-playing models. Alors le premier, c'était it discuss social. De discuter les traits de malin de psychologie sociale quand on parle à une personne. Necessarily realize that we're using Des traits qu'ils ne réalisent pas qu'ils utilisent et plusieurs traits comme la déshabilitation, être déshabilité, la stigmatisation, l'intimidation. On avait un exercice de jeu de rôle pour décrire tout ça et décrire ce qu'une personne peut voir, un résident versus un praticien ou un membre du personnel qui travaille là. C'est pas par exprès, mais on le réalise pas souvent à quel point nos messages se présentent et comment encourager la personne que l'on soigne. an opposite role-playing exercise. Un exercice qui était le contraire. Working toolkit. Alors, avec comment est-ce qu'on peut parler avec une personne pour avoir les traits positifs et qui incluent, recognition, negotiation. Reconnaissance, la négociation, la collaboration, le jeu, le donner de soi, des choses comme ça. Les façons de parler avec les personnes pour avoir un positive advantage de notre interaction. Avantage positif à notre interaction. Les recommandations qu'on a tout ensemble décrit et premièrement, on a demandé how do we collectively identify. Comment est-ce qu'on identifie collectivement des secteurs pour améliorer certaines choses et trouver des solutions? Un peu de les recommandations incluent, premièrement, accreditation avec les personnes qui travaillent dans ce domaine, avec les individus that do assessments. Perhaps we can also have des évaluations. On peut peut-être aussi avoir un mentor sur le plancher pour aider à mettre en œuvre ces rôles. Il y avait des recommandations que funding. Il y a un fonds et un problème de dotation. Beaucoup de ces services sont pas bien, on n'a pas les ressources nécessaires et plusieurs personnes vont quitter parce que il y a des situations difficiles et une surcharge de travail. Donc, il faut avoir plus de formation, plus de personnel et former plus de personnes. À mon avis, je pense que toutes les personnes aussi étaient pour les résidences d'avoir une façon de les ouvrir aux communautés, d'avoir, par exemple, comme les étudiants, les autres groupes, de venir dans ces résidences et avoir comme des stages, des programmes, so it can become an interactive process between. Devenir un processus interactif entre la communauté et les résidents. On peut beaucoup gagner de ça et c'est un résultat très positif. La recommandation était to have a variety of programs, activities. C'était le programme d'activités, une variété de différentes heures de la journée. Danse, toutes sortes de choses comme ça. Alors, c'était quelque chose qui était très intéressant. Merci beaucoup pour votre... Merci beaucoup, merci. Oui, merci à nos secrétaires. Je vous demanderai de nous laisser vos cahiers. Ils vont être utilisés. Oui. Un dernier. Oui, mais il y en avait une autre, l'atelier 4, prévenir l'usage des conventions, mais ça a été fait en anglais. Parfait. Est-ce qu'il y aurait un point qui devrait être ajouté? Je pense qu'on a bien fait le tour avec les différents présentations. Donc, merci beaucoup. Maintenant, j'inviterai Joanne à venir faire le mot de la fin. Et... OK. Bon, Joanne a dit, Joanne et Daphné, OK. Voyez, on travaille en équipe. Donc, je laisse à Joanne le plaisir de conclure cette belle journée. Elle dit que je n'ai pas parlé beaucoup aujourd'hui.
Écoutez, je suis sans mots. Parce qu'aujourd'hui, on a fait un autre pas dans notre collectivité pour dire clairement à tout le monde non à la maltraitance, puis oui à la bientraitance. Puis on est rendu là, comme mouvement, dans l'évolution de la problématique de la maltraitance. On ne peut pas la nier, mais là, il faut trouver les solutions. Il faut qu'on change individuellement, collectivement. Puis je pense que chaque personne, s'il fallait, je remercie tout le monde. Je manquerais, j'ose pas dire personne, parce que je manquerais des mots. Mais ce qui est remarquable, c'est Mme Daphné Lamiache, qui, grâce à Mme Daphné, moi, j'allais fermer l'association il n'y a pas si longtemps que ça. Et j'allais tourner la page et dire, bon, mais là, je vais vivre ma retraite tranquille. Et Mme Daphné Lamiache, elle a dit, tu peux pas faire ça. Mais j'ai dit, ben là, moi, je ferais pas ça tout seul, c'est pas vrai. Avant, on était 2, Hélène et moi. Là, non. Mais elle a dit oui. Puis j'ai dit non. C'était oui. Puis je pense un des caractéristiques d'à peu près tout le monde ici, c'est qu'on est très têtu. Mais pour les bonnes raisons, si on peut ainsi dire. Alors, ça l'a amené des conversations quand même pas faciles à faire. Le processus organisationnel de cette conférence-là a connu plein de revers, d'obstacles, mais rien comme ce que nos personnes vivent en établissement. Les obstacles sont terribles et la souffrance quotidienne au moment qu'on se parle est terrible, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut avoir un impact pour changer, transformer cette souffrance-là en bien. Je crois encore en l'humain, malgré toutes les maltraitances dont j'ai vues au fil des ans. Je crois en l'humain profondément. Puis je crois que quand on change notre regard, on change un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là, puis regardez le chemin qu'on a fait. C'est incroyable. Je suis certaine, je vais répéter, mais moi, dans mes croyances, on a des anges au ciel, que ce soit la mère de Susan, Hélène, Gisèle, Lise, vous avez tout quelqu'un que vous êtes capable de nommer. Ton mari, je pense à tous les gens que ça fait 30 ans qu'il y en a que j'ai vus. C'est incroyable le chemin qu'on a fait malgré tout. Malgré tout, et j'y crois. Alors, je vous invite à continuer le processus. Ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'il y a eu plein d'organisations ici. Beaucoup de gens organisés depuis 1 an et demi. C'est tout dans votre dépliant. Ce qui, pour moi, est historique, c'est que pendant des années, on a tous travaillé en parallèle. Puis là, c'est comme s'il y a une synchronicité, puis que tous les chemins sont en train de se rencontrer pour qu'on s'en aille vers une direction commune sur le même chemin. C'est sûr que nos chemins vont redéfaire, mais qu'on a fait cette croisée-là. Quand j'ai vu notre avocate assis avec le représentant, le coordonnateur de la résidence Paul-Émile Léger, j'ai dit, wow, qui aurait pu penser ça un jour, que nos adversaires, qu'on voyait des adversaires, finalement, c'est pas des adversaires, c'est juste qu'on a des points de vue et des expériences différentes, des contextes différents. Alors, il faut jamais perdre espoir. Et même quand nos adversaires, j'ai vécu personnellement, ça m'a amené à de la maladie, à penser qu'un adversaire qui était supposé d'être partenaire, le fonds d'aide au recours collectif, ça m'a beaucoup attristé et atteint personnellement. Mais j'ai appris encore une fois que c'est peut-être pas parce qu'elle n'a pas compris. Elle avait un point de vue que moi, j'ai pas voulu écouter peut-être ou que j'ai pas entendu, mais qu'un jour, cette personne que j'ai perçue comme un adversaire va devenir un jour un partenaire. J'y crois au changement. Et je vais finir avec une pensée que j'ai dit, je pense, au début de l'organisation de cet événement-là, le tout est toujours plus grand que la somme des parties. Et malgré les frustrations, malgré les accrochages en cours de route, à la fin, wow! Puis merci à tout le monde, c'est wow! Il y a tellement de gens à remercier que j'ose pas remercier personne parce que c'est tout un processus. Par contre, ce que je dois dire, et ce que j'annonce, c'est que Mme Marguerite Blais, qui est maintenant devenue ministre responsable des aînés et des proches aidants, ça, c'est déjà une étape dans notre jargon politique, qu'on reconnaît la place des aidants au niveau politique.
Avant, on n'avait même pas ça, mais là, on a ça. Ça annonce un partenariat égal à égal entre les gens qui ont besoin de services et les gens qui aident. Et proche aidant, c'est notre vie, hein? On ne place pas nos parents ou ceux qu'on aime en établissement par choix, par fatigue. Ouais, par fatigue beaucoup, hein, et l'absence de moyens. Alors, Mme Blais, qui aurait bien aimé être ici aujourd'hui, était à un conseil des ministres, donc ne pouvait pas être présente. Mais elle m'a écrit un petit mot que j'ai sauvé dans mon ordinateur. Elle a dit « Je vais vous appeler pour la suite ». Donc, ces recommandations-là ici, ça sera notre groupe, notre comité conseil, de regrouper les recommandations, de les faire revoir peut-être par des gens avec une expérience légale, les implications. Est-ce qu'on peut faire des carpe diem sur les étages et pourquoi pas? Pourquoi qu'on ne ferait pas des mini-unités? Les employés, je pense qu'ils seraient contents de ne pas avoir à mettre de costume, de manger avec les personnes et de changer ce regard-là institutionnel qu'on a. On est rendu là. C'est ce que je pense vraiment. Alors, merci à nos anges au ciel. Merci à chacun individuellement de vous être déplacés, de votre patience, de ceux qui ont organisé, de ceux qui ont participé. J'espère que j'oublie personne. Puis, on s'en va ensemble vers la bientraitance, au-delà de la maltraitance. On la niera pas, elle est là. Mais on va aller au-delà de ça, personnellement et collectivement. Alors, je vous remercie pour tous, à tous, de votre présence aujourd'hui. Merci. Merci, Daphné. Merci à chacun d'entre vous. Bon. À Francine Citrenbaum qui a organisé, à nos techniciens, aux traducteurs, à l'éclairagiste, à ceux qui nous ont servi les repas, à toute l'organisation technique. C'est incroyable ce que ça a demandé comme énergie. C'est impensable. On va se revoir, pas l'année prochaine. Peut-être dans 2 ans, on fera une autre conférence, qui sait. Peut-être qu'on fera des suites comme des ateliers de 3 heures pour qu'on puisse vraiment aller, ou des demi-journées de formation. En tout cas, on a un fonds qui s'appelle Hélène Rumac. On a eu des sous, puis on va essayer de mettre ces sous-là au service de la collectivité avec nos limites, mais au mieux qu'on peut. Merci beaucoup à tout le monde. Bye-bye. Bon retour.